Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 8 avril avec au sommaire ce soir le débat sur la fin de vie, projet de loi présenté à l'Assemblée en ce moment même. On avait reçu Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, pour en parler. Elle défend ce texte. Nous serons avec Jean Leonetti qui est un grand spécialiste de la question puisqu'une loi porte déjà son nom. Dernière évolution en date en 2016, la loi Claise-Leonetti. Le maire d'Antibes, Jean Lépin, sera avec nous en direct dès le début de cette émission. Réinventer l'événementiel, c'est le pari que s'est lancé l'entreprise marseillaise Win-Win, très fortement impactée par la Covid-19. Elle propose désormais des événements 100% digitaux. Nous verrons comment on peut rebondir en période de Covid-19. Et puis un comité pour le folklore régional. L'ami Stan Palomba, le niçois Stan Palomba, sera avec nous à la fin de ce grand direct. Il nous expliquera comment on peut préserver la langue, le folklore, les traditions régionales, pas uniquement niçoises. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir Nicolas Gallup. Très heureux de vous retrouver. Sachez que vous aurez droit à la fin de ce grand direct à un petit reportage qui va beaucoup vous intéresser, comme tous les reportages de cette émission, mais sur les 75 ans du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, puisque un timbre a été présenté, et vous le voyez sur ces images, en avant-première à Nice cet après-midi par la Poste. Les descendants de la famille Saint-Exupéry, puisqu'Antoine et Consuelo Saint-Exupéry se sont mariés à Nice. Voilà, donc le timbre a été présenté. Et dont la gourmette avait été retrouvée dans un filet d'un pêcheur marseillais, si je me souviens bien. Exactement. Le bracelet de Saint-Exupéry, de Saint-Ex, lors de son dernier voyage, malheureusement terrible et définitif pour lui. Une belle histoire que celle du timbre, hein, pas celle d'Antoine de Saint-Exupéry, à retrouver à la fin de ce grand direct. On va rejoindre Jean Leonetti dans 2 minutes. Avant cela, la colère de cette pharmacienne rencontrée dans le Var par Thomas Bernabé. Elle n'a pas de dose de vaccin, elle n'arrive pas à s'en procurer. Et vous allez le voir, elle est très en colère, notamment contre les autorités. La vaccination s'accélère de jour en jour selon les élus locaux. Alors qu'un 3e centre de vaccination vient d'ouvrir ses portes cette semaine à Toulon, les pharmaciens sont quelque peu remontés. Dans cette officine toulonnaise par exemple, seulement 10 flacons de vaccins ont été reçus en plus d'1 mois et demi. Nous, on est scandalisés parce que nous, on ne reçoit pas de dose. Ça fait 2 semaines, on a reçu 0 dose et on est pour qu'il y ait plein de points de vaccination. Mais en premier lieu, les gens qu'on voit au quotidien, ils nous demandent de les vacciner. Et nous, on n'est pas en mesure de les vacciner parce qu'on ne reçoit pas de dose. On sait qu'économiquement, un centre coûte à peu près 10 fois plus cher qu'un pharmacien ou qu'un médecin. Donc on ne comprend pas qu'on puisse ouvrir un 3e centre sur Toulon sans envoyer des doses aux principales concernées. C'est une grosse injustice, c'est un gros complot politique parce que les politiques ont décidé qu'ils avaient ouvert leur centre de vaccination et que ça devait s'appuyer sur un succès, mais c'est un échec. Des professionnels qui se sentent donc blessés d'être délaissés à ce point par les autorités alors qu'ils sont en première ligne toute l'année face aux patients et qu'ils ont l'habitude de vacciner. Le contact avec la population nous permet de leur expliquer les choses, nous permet de les éduquer, de les rassurer, d'être aussi disponible en réaction à un effet indésirable. Là, j'ai vacciné par exemple une personne le 12 mars. Elle m'a appelé hier, elle était inquiète parce qu'elle avait mal à la tête. Elle me dit: est-ce que je peux prendre tel médicament? Je lui ai répondu, dans les 10 minutes, elle avait sa réponse. On est proche des gens. Ils nous ont fait confiance pour la vaccination de la grippe. Beaucoup de gens, moi, viennent me voir en me disant: mais moi, je veux que ça soit vous qui me vaccinez. Vous m'avez vacciné de la grippe, je vous fais confiance, vous êtes disponible, je veux que ça soit vous. J'ai pas envie d'aller dans un centre. En effet, les grands centres de vaccination sont évidemment plus difficiles d'accès que les pharmaciens de quartier, notamment pour des personnes âgées et parfois sans véhicule. Une autre problématique, c'est la visibilité sur les doses reçues. Si cette pharmacie est en capacité de vacciner 50 à 100 personnes par jour, l'approvisionnement au compte-gouttes contraint les équipes à ne plus prendre de rendez-vous. On a des chiffres qui sont envoyés, mais ils ne sont pas vérifiés. Donc aujourd'hui, moi, je crois ce que je vois. Peut-être je vais en recevoir cet après-midi et je ne sais pas combien. Je suis censée avoir reçu un mail, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas combien je vais en recevoir. Donc aucune visibilité. On est dans le brouillard et du coup, je n'ai pas pris de rendez-vous pour cette semaine parce que tant que je n'ai pas vu les flacons, je ne veux pas prendre de rendez-vous pour ne pas avoir un double travail, annuler, déranger les gens. Donc aujourd'hui, aucune visibilité, gros brouillard et il faut que ça cesse et qu'on puisse aller sur le portail de déclaration et commander 10, 12, 20 flacons et non pas un flacon par pharmacie. Je rappelle qu'un flacon vaccine entre 11 et 12 personnes. C'est ridicule. On est sur des chiffres ridicules, on n'avance pas assez vite. Une vaccination lente et quasi impossible à mettre en place pour les médecins ou pharmaciens de quartier. Le président de la République avait pourtant insisté sur leur mobilisation lors de sa dernière allocution. Mais entre les discours et la réalité du terrain, le fossé se creuse une fois de plus.
Voilà, ça fait plusieurs jours et semaines que Thomas Bernabé suit ce dossier. Ce n'est pas la seule pharmacie qui rencontre ces problèmes. On se souvient du président de l'Ordre des médecins dans le Var qui avait sensiblement la même tonalité dans son discours. Donc pour l'instant, ça accélère, mais... Non, mais attendez, on a un problème énorme. Alors, vous avez entendu, comme moi, le cocorico de Jean Castex, Premier ministre, qui a fêté le 10 millionième vaccinés en France, première dose, parce que pour les 2 doses, on en est à peine à 4,5 millions. Mais on voit bien, en fait, que cette pénurie de vaccins demeure. Voilà, les goulots d'étranglement sont toujours là. On multiplie les centres de vaccination, on multiplie les professionnels qui peuvent vacciner. Mais en réalité, on le voit bien avec ce cas concret dans une pharmacie du Var, Nicolas, il manque de doses de vaccins. Et pendant ce temps-là, vous l'avez peut-être noté aussi, l'Allemagne a décidé, avant même le feu vert des autorités sanitaires européennes, l'Allemagne de commander du Sputnik V, le vaccin russe. Et je vous donne mon billet que si le vaccin russe a son feu vert, eh bien, on sera les derniers à en commander et donc on sera les derniers servis, comme ça s'est passé à plusieurs reprises. Donc on peut se gargariser d'avoir 10 millions de vaccinés aujourd'hui, c'est ce qu'a annoncé en tout cas le Premier ministre, avec une dose, mais on voit bien qu'un peu partout, on manque de doses cruellement et qu'on n'arrive pas à accélérer le rythme malheureusement. Autre sujet dans l'actualité, on va rejoindre pour cela Jean Leonetti, le maire d'Antibes, Jean Lépin. Bonsoir Jean Leonetti, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre, on le précise assez souvent, et on vous reçoit d'habitude pour parler du Covid, mais là c'est un tout autre sujet, celui de la fin de vie, puisque un projet de loi une proposition de loi est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Liberté et Territoire, un texte porté par Olivier Falorni, mais qui est le député Falorni, mais qui est assez transpartisan, en tout cas chez une partie des députés, notamment des députés LR, pour ne pas la citer, Marine Brenier, dans les Alpes-Maritimes. Le texte ne devrait pas passer parce que la niche parlementaire est régie par un temps précis. Il y a énormément d'amendements, plus de 3000. Et je crois que vous êtes plutôt défavorable à ce que ce texte soit adopté, aurait pu être adopté dans ces conditions-là, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de débat. Oui, je crois que le moment et la méthode est mal choisie. Le moment parce qu'on est en pleine crise sanitaire. On a quand même des hôpitaux qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies de personnes âgées, de personnes vulnérables. Et puis la méthode, on sait très bien que, comme vous l'avez dit, c'est une niche parlementaire. Donc en 2 à 3 heures, on doit voter un texte. Voter un texte qui permet de donner la mort à des malades qui le demandent, c'est quelque chose qui mérite, à mes yeux, un débat plus large dans la population. On a même voté un texte, d'ailleurs, qui dit que chaque fois qu'on va faire une réforme sociétale, on doit faire des états généraux, comme pour la bioéthique. Les états généraux, ça permet à la population de s'exprimer et de s'approprier le texte que l'on va défendre et éventuellement voter. Donc je pense que la méthode n'est pas bonne et je pense enfin que la France mérite mieux qu'une mauvaise copie de la loi belge, ce qui est le cas aujourd'hui dans lequel on amalgame l'euthanasie, le suicide assisté et qui ne correspond pas, à mon avis, à l'attente et aux besoins de la population française qui malheureusement se trouve encore dans une situation où on manque de soins palliatifs, où on manque de culture palliative et on ne veut toujours pas mettre les moyens nécessaires pour que cette fin de vie soit effectivement digne, sereine et apaisée. Alors Jean Leonetti, je vais passer la parole à Éric Revel qui a beaucoup de questions à vous poser, mais juste pour qu'on comprenne bien, vous avez donc rédigé une loi en 2005 et une promulgation en 2016, la loi Claeys-Leonetti, qu'on connaît bien, qui propose donc la sédation profonde et continue d'un patient qui peut aller jusqu'à la mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le texte qui est étudié aujourd'hui proposait d'aller plus loin? Il proposait d'autoriser l'euthanasie, tout simplement? C'est-à-dire que le texte est assez hypocrite parce qu'on ne prononce jamais le mot euthanasie et on ne propose jamais le mot provoquer délibérément la mort. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. Les textes que nous avons faits, il y a eu des textes en 1999 avec Arsenberg, il y a eu des textes en 2002 avec Kouchner, ensuite on a fait des textes en 2005, en 2016. Toutes ces dispositions législatives sont faites pour accompagner le patient. L'accompagner, ça veut dire je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir.
C'est le plus important, je ne te laisserai pas souffrir et je ne te prolongerai pas de manière anormale, c'est-à-dire je ne ferai pas d'acharnement thérapeutique. Ces 3 engagements sont des engagements forts qui vont jusqu'à la possibilité pour le malade de demander en fin de vie de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Donc c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais jamais on n'a transgressé l'idée de faire en sorte qu'un médecin puisse donner la mort. Et donc on n'est pas dans la même... C'est pas un problème de degré, on ne va pas un peu plus loin, on va ailleurs. C'est un autre texte qui donne une autorisation majeure de transgression qui est le fait de donner la mort à son malade. Je pense que ça mérite mieux qu'un débat de quelques heures dans une fin de mandat sans que le président de la République, ni d'ailleurs le gouvernement, n'ait exprimé son avis sur le sujet. Oui, parce que le gouvernement, je le précise, est très neutre sur la question. Emmanuel Macron est resté très neutre. Mais Jean Leonetti, on se souvient évidemment de cette loi très forte que rappelait Nicolas Gallup, la loi Claes-Leonetti, qui a profondément changé le rapport que tout à chacun avait à la souffrance et à la mort. Mais il y a aussi des cas dans l'actualité qui nous ont montré que parfois le patient qui souffre, qui n'a plus sa conscience, n'est pas capable de demander lui-même cette sédation profonde. Est-ce que tout de même, au-delà du débat qui est souhaitable, vous avez raison, on ne peut pas faire ça sur un coin de table comme ça, avec un amendement et un projet, mais est-ce qu'au-delà de ce que vous avez décrit, du besoin de débat, il n'y a pas quand même besoin de faire progresser cette loi, votre loi, parce qu'en réalité, le regard des Français, le regard des gens sur la souffrance a beaucoup évolué également. Peut-être qu'on refuse plus la souffrance aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est possible, mais est-ce que vous ne comprenez pas que certains faits d'actualité, je pense à l'affaire Lambert, pour ne pas la citer, a placé quand même votre loi dans une sorte d'impasse? Alors l'affaire Lambert, ce n'est pas l'impasse de la loi, c'est la contestation de la loi qui a abouti à la confortation de la loi. C'est la loi de 2005 qui dit que, pour faire simple, lorsqu'on est en état végétatif, on a le droit d'arrêter les traitements et d'endormir profondément le malade pour le laisser accéder à la mort qui doit survenir. Dans ce contexte-là, on a quand même eu cette loi qui a été confortée par le Conseil d'État et par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ce n'est pas la loi qu'il faut changer, c'est les mœurs. C'est l'idée générale qu'on se fait de la mort et de la souffrance. Et les lois que nous avons faites sont des lois qui disent vous avez le droit de ne pas souffrir en fin de vie. C'est une loi très forte et qui dit vous n'avez tellement pas le droit de souffrir en fin de vie, c'est que vous pouvez réclamer et obtenir de vous endormir lorsque la souffrance est mal calmée, souffrance psychique ou souffrance physique, par les médicaments habituels. Et c'est vous-même qui êtes le seul juge. Je reconnais que la loi est encore mal appliquée, parce que c'est une loi de droit des malades qui, quelquefois, peut se heurter aux médecins ou à l'équipe médicale. Et je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs. Donc, si j'avais un positionnement, je dirais qu'il y a encore beaucoup de mal mourir. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent avec de la douleur, avec des souffrances. Est-ce qu'il faut changer la loi ou est-ce qu'il faut obliger que la loi s'applique, ce qui est bien la moindre des choses? Après, il y a un autre débat. Peut-on demander la mort et l'obtenir? Je pense que c'est un autre sujet qui mérite aussi un débat approfondi. Le suicide, c'est l'éternelle question que se pose l'homme. Ma vie vaut-elle la peine d'être vécue? La vie que je mène vaut-elle la peine d'être vécue? Faut-il y répondre de manière individuelle, comme c'est le cas aujourd'hui? On a la liberté de se suicider, sauf que c'est plus une souffrance qu'une liberté. Est-ce que j'ai le droit de demander cette liberté à la société pour qu'elle me donne la mort? C'est un sujet qui est extrêmement difficile et complexe, pour lequel moi je suis assez réticent, parce que passer le message qu'on peut donner la mort pour soulager la souffrance, c'est aussi une façon de laisser penser qu'il n'y a pas d'autre issue que de donner la mort pour soulager la misère, la souffrance et l'angoisse. Mais Jean Leonetti, plutôt des moyens plutôt que des législations.
qui la contournent. Mais Jean Leonetti, vous avez raison, sans doute que le regard vis-à-vis de la souffrance évolue, hein, c'est le propre d'une société d'évoluer, mais aujourd'hui on est quand même dans une sorte d'hypocrisie. Vous parliez tout à l'heure, il ne faut pas calquer ce qui se passe, la loi belge, sur une éventuelle nouvelle loi française, il faut un grand débat, tout c'est vrai, mais il y a une certaine hypocrisie parce qu'on sait que parfois des médecins ou des infirmiers peuvent, sur demande express et répétée, donner la mort à des malades alors qu'il n'y a pas de cadre légal. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas avoir un cadre légal plutôt que laisser faire des choses en marge comme ça se produit, on le sait? Ou partir en Belgique, ou laisser les Français partir en Belgique. Alors, il y a une quarantaine de Français qui partent chaque année en Belgique ou en Suisse, donc ce n'est pas le flux énorme que l'on peut imaginer. Mais réfléchissons 2 minutes. Vous parlez des euthanasies clandestines. Elles existent en France et elles sont inévaluables. Elles ont été répertoriées en Belgique. Paradoxalement, elles sont plus importantes en Belgique qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a une procédure compliquée, forcément, lorsqu'on veut rentrer dans une procédure d'euthanasie, et l'ensemble du corps médical, considérant que c'est légal, eh bien, ils le font sans passer par la procédure. Et donc, il y a plus d'euthanasie pratiquée en Belgique, clandestine, qu'en France, hors la loi. Donc, je pense que ce n'est pas la question de savoir si on peut ou on ne peut pas. La question, c'est de se dire, est-ce que la culture palliative répond aux attentes des Français ? Qu'est-ce que demandent les Français en matière de mort ? Et vous voyez bien que ça ne se résume pas à l'euthanasie, oui ou non. Ça se résume, ça s'élargit à est-ce que je ne serai pas abandonné ? Est-ce qu'on me regardera toujours avec dignité ? Est-ce qu'on soulagera ma souffrance physique et psychique ? Est-ce qu'on ira au bout de cette souffrance, de cet allègement de la souffrance, même si ça doit raccourcir la vie? Ça, c'est la loi. Et je ne m'acharnerai pas sur le plan thérapeutique, je m'acharnerai d'autant moins que je pourrais demander à arrêter les traitements et à ne pas en subir la conséquence en souffrance. Ça, c'est un débat qui mérite, à mon avis, d'aller dans l'ensemble de la population. Faisons des états généraux sur ce Alors, justement, on ne les a jamais fait. Une remarque et une proposition. Sur la fin de vie. Une remarque et une proposition pour terminer en ce qui me concerne. La remarque, vous avez raison, les soins palliatifs, c'est un énorme sujet en France. On se souvient que c'est François Mitterrand qui a lancé, qui a presque institutionnalisé les soins palliatifs dans cette formidable préface du livre de Marie de Henzel, La mort intime, vous vous en souvenez sans doute. Donc la question des soins palliatifs, c'est évidemment un point très important. Et la proposition, Jean Leonetti, vous êtes l'une des personnes les plus compétentes sur ce sujet. Cette loi, elle portera votre nom, j'allais dire ad vitam aeternam. Pourquoi est-ce que vous ne vous proposez pas auprès du président de la République pour organiser sous votre compétence ce grand débat, ce grand Grenelle de la mort accompagnée, puisque vous êtes un précurseur dans le domaine? Alors, je n'ai pas une compétence particulière parce que malheureusement, tout un chacun va mourir et vivra cette expérience. Et malheureusement, nous la vivons pour ceux que nous aimons. Donc, chacun a sa part de vérité dans ce débat. Mais j'ai fait voter une loi en 2011 qui dit que chaque fois qu'on touche à un problème de société, ça mérite de ne pas être confisqué par des experts ou par des politiques, et que ça doit être un débat national, citoyen. Eh bien, faisons ce débat national citoyen. Bien sûr, on est en fin de mandat du président de la République, mais j'espère que lorsqu'il y aura un nouveau mandat de président de la République, quel qu'il soit et quelle qu'elle soit, elle acceptera de dire « la mort est un tabou en France, la mort est médicalisée, la mort a perdu son caractère familial et familier. Ne nous cachons pas, cachons pas la forêt derrière l'arbre de l'euthanasie et faisons en sorte que ce débat rentre dans sa complexité, dans son intimité, dans sa profondeur, parce qu'une société, elle a un marqueur fort. C'est la façon dont elle regarde les plus faibles et la façon dont elle accepte la mort. Et donc, c'est un problème individuel et c'est aussi un problème.
Bien voilà, le hasard fait bien les choses. Merci Jean Leonetti. On a été coupé sur la fin, mais on a compris le message. Merci beaucoup. C'est un problème individuel. Merci pour toutes ces précisions, ces éclairages. On a pu donc dans cette émission, grâce au pour et au contre, vous présenter les arguments. Merci également à Claudia Olivier qui a assuré les moyens techniques pour ce duplex. La santé, mon cher Eric, eh bien les personnels soignants étaient dans la rue aujourd'hui, comme bon nombre de fonctionnaires, salariés, représentants syndicaux. Il y avait des manifestations un peu partout dans notre région, par exemple à Marseille, où ceux que l'on a appelés les oubliés du Ségur de la santé se sont rappelés aux oreilles de nos gouvernants. Un cortège de gilets rouges et au milieu, des blouses blanches, les oubliés du Ségur de la santé. Ces agents travaillent dans le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie des Baumettes. Ils sont employés par la PHM, mais ne touchent pas la fameuse prime de 183 € accordée l'an dernier par le gouvernement au personnel médical. On est au Baumettes, on est dans l'unité sanitaire où il y a le l'UXA, le somatique, la psychiatrie et la dicto. Nos collègues de somatique et de psychiatrie, infirmiers, travailleurs sociaux, assistants sociaux, etc. ont les 183 €. Nous, UXA pas, nous ne les avons pas. C'est injuste et c'est un non-sens. Voilà. Mais comme beaucoup de choses à l'hôpital. Si leur situation pourrait évoluer avec un décret d'application en juillet, d'autres professions restent sur le banc de touche. Les travailleurs médico-sociaux du privé, éducateurs spécialisés, psychologues, auxiliaires de vie ou encore les infirmiers et les techniciens de laboratoire de l'établissement français du sang. Ils le rappellent, chaque année, ils prélèvent plus d'1 600 000 donneurs. Ils dénoncent le mépris du gouvernement. On fait partie de la chaîne de soins tous. Donc à un moment donné, quand on donne à un, il faut donner à l'autre aussi. Et encore, les 183 € vindiqués, ils sont loin de la perte du pouvoir d'achat que tous ces salariés de la santé ont subi depuis des années. Derrière le non-versement de cette prime, une inquiétude sous-jacente. Elle concerne les difficultés de recrutement. Selon les syndicats, ces métiers seraient moins attractifs et donc moins plébiscités. À terme, ils redoutent une dégradation du service public. Voilà, les oubliés du Ségur de la santé. On poursuit notre semaine de découverte sur les dispositifs d'accueil pour les enfants des personnels prioritaires. On s'est intéressé au collège, on s'est intéressé à l'école primaire. Eh bien, à Marseille, la municipalité a décidé de mobiliser une crèche dans un des arrondissements de la ville pour accueillir les enfants en très bas âge, donc de ces personnels prioritaires, les pompiers, les policiers ou les personnels qui sont en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Le reportage est signé Yantel Criado. Pour ces bambins marseillais, les journées n'ont pas changé. La crèche du boulevard Chave reste ouverte pour l'accueil des enfants des personnels prioritaires. La ville de Marseille devait être vraiment aux côtés des soignants, des pompiers, des policiers, et pour leur permettre de poser les petits, de poser les enfants pour pouvoir aller travailler. Et donc on a pris collectivement la décision d'ouvrir les crèches. Ouvrir une crèche par arrondissement, certains enfants ont alors changé de structure. C'est le cas de Sacha. Les journées en crèche, il connaît bien, mais pas dans celle-ci. Le petit garçon a rapidement pris ses marques, un soulagement pour sa maman. Je suis très contente. J'avais un peu d'appréhension parce qu'il ne connaît pas les lieux ni les personnes. Mais au final, là, depuis que je l'ai posé hier, j'ai vu que ça se passait super bien, je suis rassurée. Annabelle est infirmière, elle n'avait pas d'autre mode de garde pour Sacha. Il faudrait que je le fasse garder par des nounous et ça coûterait bien plus cher des nounous. Ouais. Florine, quant à elle, travaille toute l'année sur cette crèche. Avec cette nouvelle organisation, elle s'est retrouvée avec son fils à ses côtés. Normalement, il est sur une autre crèche, il est à la Blancarde. Et là, exceptionnellement, il est avec moi pour cette période. Ça fait bizarre du coup parce qu'il faut l'éviter, il ne faut pas trop qu'il me voie sinon il veut venir avec maman. C'est compliqué pour lui de comprendre qu'il va avec maman mais qu'au final maman elle le laisse. Donc c'est particulier. Mais sinon il s'y fait bien, il me dit au revoir maman ou coucou maman. Les enfants se sont très vite adaptés à ces changements et s'ils ne connaissent pas les lieux, ils connaissent parfois le personnel. Par exemple là, il y a ma collègue Séverine qui est avec nous ou Audrey. Elles ont des enfants de leur crèche. Donc en fait, ils sont habitués à ces personnes-là. Même si moi, ils ne me connaissent pas, moi, je les guide dans la structure parce que voilà, moi, je suis sur cette crèche habituellement. Mais du coup, mes collègues, elles connaissent les enfants qui sont venus avec elles, entre guillemets. Donc ça se passe très bien. Tout se passe bien
Et pour cause, les conditions de travail sont hors du commun, presque autant de personnel encadrant que d'enfants. Sur la section des grands, on est 5 personnels pour 7 enfants. 5 personnels pour 7 enfants, habituellement c'est 4 ATSEM pour 24 enfants. Tous savourent alors cette qualité de travail. Au total, sur l'ensemble de la ville de Marseille, 235 enfants de familles prioritaires sont accueillis en crèche et encadrés par 204 agents. Voilà, les crèches dans la ville de Marseille. Très belle initiative de la mairie de Marseille. Voilà, puis on sent que ça respire la bonne humeur, la joie de vivre. On n'a pas l'impression que ces petits-enfants voilà, soient proches d'un danger, d'une pandémie quelconque. Ça, c'est quand même rassurant. Et notamment pour les parents qui sont en première ligne et qui vont travailler, mon cher Nicolas, avant de vous soigner peut-être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le reportage sur la MED. Voilà. Ça va me permettre de reprendre ma respiration. Si c'est bon pour vous en régie, avant de rejoindre Denis Caro, il est court. Ça va me permettre de mieux respirer. On regarde ça. Du changement à la bioraffinerie Total La Med. C'est l'un des 2 sites français du géant pétrolier à avoir entamé la production de biocarburants d'aviation durable, aussi appelés SAF. L'ensemble de ces biocarburants aériens durables seront produits à partir de déchets et résidus issus de l'économie circulaire, graisse animale, huile de cuisson usagée. Total n'aura pas recours à des huiles végétales. Cette production sera destinée aux aéroports français dès le mois d'avril, lesquels, cela n'a pas été précisé. L'enjeu en tout cas est de réduire progressivement les émissions carbone. Actuellement, les SAF peuvent être mélangés avec 50% de kérosène, sauf que dans la pratique, ils sont très peu utilisés. En cause, leur coût prohibitif. En 2019, ils représentaient moins de 0,1% du carburant utilisé par le secteur aérien. La feuille de route du gouvernement prévoit de monter ce taux à 5% en 2030. Voilà donc le site de la MED qui est mobilisé pour réduire l'impact carbone du secteur aérien. Bonsoir Denis Caro, merci d'être avec nous en ce jour inhabituel pour vous, le jeudi, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. On s'est manqué mardi, donc on se rattrape ce soir avec 2 sujets importants à évoquer avec vous. D'abord, l'un qui concerne la ville de Nice demain et ce record, si on peut dire, qui sera battu dans le vaccinodrome du Palais des Expos, où 5000 vaccinations sont programmées. On voyait tout à l'heure que dans le Var, c'était un peu plus compliqué. En tout cas, à Nice, la vaccination avance bon train. À Nice, depuis le départ, effectivement, les opérations de vaccination sont importantes, sont très bien organisées et sont massives. On l'a vu notamment lors du premier week-end de mars où 13 000 personnes avaient été vaccinées en un seul week-end. Et là, l'objectif demain à Nice pour la métropole, c'est de battre en quelque sorte un record en vaccinant 5 000 personnes au même endroit au Palais des Expositions entre 8h et 19h. L'enjeu est extrêmement fort et Christian Estrosi veut démontrer sa capacité et la capacité de la métropole à vacciner au maximum du moment que les doses sont effectivement là. Alors, on suivra ça, nous aussi, évidemment, demain et dans le grand direct. On reviendra largement sur cette journée marathon, finalement, avec les soignants, les gens eux-mêmes qui se sont vaccinés. Et toujours en rapport avec la Covid-19. Regardez, Eric, on fait des petits, presque, dans la PQR, puisque demain, vous allez à la rencontre des Azuréens expatriés qui, eux, se déconfinent dans les pays, donc qui se déconfinent. On pourra lire ça dans vos éditions. Absolument, Nicolas. On fait un petit tour du monde à la rencontre de ces Azuréens qui sont dans d'autres pays et des pays, et on le voit depuis quelques semaines, où la vie reprend normalement, progressivement. Alors, dans certains pays, c'est tout frais, c'est tout neuf. C'est le cas du Portugal, par exemple. C'est le cas de l'Angleterre, où la vie reprend progressivement. Dans d'autres pays, comme en Israël, ça fait un petit moment qu'on s'est réhabitué à la musique dans les rues, à voir du monde, aux pots en terrasse.
Donc tous ces Azuréens qui sont l'un au Portugal, l'autre en Grèce et d'autres en Israël ou dans d'autres pays, en Australie aussi, nous racontent la manière dont la vie reprend ses droits. Et on voit par contraste la différence avec la France, où le choix a été fait de ne pas reconfiner trop rapidement. Mais le résultat, c'est que là où la vie reprend, en France, on s'enferme pendant un mois en espérant que ce soit le dernier effort avant une forme de libération qui est bien racontée par tous ces Azuréens qu'on a contactés. Denis, est-ce que ces Azuréens du bout du monde, ils vous font part de leur étonnement de la lenteur du processus de vaccination en France par rapport à ce qu'eux, ils vivent, ou bien ils sont tellement français qu'ils sont habitués à nos problèmes bureaucratiques et de lenteur? Alors il y a un petit peu des deux. Certains effectivement s'étonnent de la manière dont les choses évoluent ici, et par contraste, quand on voit les chiffres, ils sont extrêmement parlants. Aujourd'hui en France, on se félicite du fait qu'on a vacciné 10 millions de personnes. En Israël, c'est près de 60% de la population qui a été vaccinée. Et en Angleterre, on n'est pas très loin de la moitié de la population. Donc on voit l'écart, et c'est cet écart qui explique... Oui, et quand vous parlez de 10 millions, c'est une dose, Denis, c'est une dose, les 10 millions. C'est une dose, donc on voit le chemin qui reste à parcourir. Il est très long, et les Français sont très sceptiques. Il y a un sondage qui est tombé aujourd'hui qui montre que les Français ne croient pas du tout aux objectifs fixés par le gouvernement et aux chiffres annoncé régulièrement par Jean Castex. Merci beaucoup Denis Caro, passez une excellente soirée, on se retrouve la semaine prochaine évidemment dans cette émission, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Dans 2 minutes 30, Mathieu Venturini sera avec nous, il est le directeur général de l'agence digitale Win-Win. Nous allons voir comment il réinvente le secteur de l'événementiel, réactivité, digitalisation. Ça peut donner des idées d'ailleurs au secteur, mais avant cela, votre édito, mon cher Éric, parce que ça y est, on l'a attendu toute l'après-midi, l'École nationale de l'administration et l'ENA est supprimée. Voilà, l'ENA est morte, vive l'Institut du service public. C'est le nouveau nom de cette nouvelle école qui va former les hauts cadres dirigeants de l'administration française. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron, il en avait fait la promesse en 2019 au moment du mouvement des Gilets jaunes, et donc il a supprimé l'ENA, dont il est lui-même d'ailleurs issu. Alors la fonction publique, c'est 5,5 millions, 6 millions de fonctionnaires dans notre pays, c'est 20 000 cadres dirigeants, et sur ces 20 000 hauts fonctionnaires, il n'y en a que 4 500 qui viennent de l'ENA. Alors on sait que la politique, c'est souvent des symboles, et le fait de mettre par terre l'ENA, sans doute d'ailleurs pour créer une école qui lui ressemblera, il n'y a pas de raison, comme 2 gouttes d'eau, surtout si c'est un énarque qui en prend la tête, il n'y a pas de raison d'imaginer que les choses changent vraiment. En fait, le gros problème que l'on a, et on le voit avec la vaccination, mon cher Nicolas, c'est la bureaucratie. On en parle quasiment dans tous ces grands directs. Or, rayer d'un trait de plume l'ENA, ce n'est pas faire une réforme de l'administration française, sur laquelle d'ailleurs le président de la République pendant sa campagne s'était engagé. Donc, si la réforme de l'administration française se cantonne à la suppression de l'ENA au profit d'un nouvel institut du service public, il faut dire que les choses n'auront pas beaucoup avancé. Et puisqu'on parle de vaccination, pour bien prendre en compte ce phénomène de bureaucratisation, il faut savoir que dans les hôpitaux français, dans le service hospitalier, dans le secteur hospitalier français, sur l'ensemble des gens qui sont appointés par ce secteur de l'hôpital, 35% sont des administratifs. Alors qu'on manque de médecins réanimateurs, alors qu'on manque d'infirmiers, alors qu'on manque d'aides-soignants ou d'aides-soignantes, 35% aujourd'hui des fonctionnaires qui travaillent dans la fonction publique hospitalière, en fait, sont des hospitaliers, sont des administratifs. Donc vous le voyez bien, la suppression de l'ENA, pour certains, ça va être du populisme, pour d'autres, ça va être de la démagogie. Mais ce qu'attendent, je pense, les Français, au vu de la lenteur de la vaccination et des rouages administratifs, c'est une vraie réforme
de l'administration française. Merci mon cher Éric. On va parler un peu d'économie, l'une de vos spécialités, avec parfois, il faut bien le dire, des réussites, des négociations de virages qui se sont bien passées. C'est le cas de l'agence d'événementiel Win-Win à Marseille, installée dans le 7e arrondissement. On est avec son directeur général en direct ce soir, Mathieu Venturini. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je dis que vous avez bien négocié le virage parce qu'il n'y avait pas de raison à la base que, comme les autres, vous ne souffriez pas de la crise sanitaire, sauf que je n'irai pas jusqu'à dire que vous en avez fait une force, mais vous avez décidé de miser sur la digitalisation et pour faire simple, vous proposez aujourd'hui des solutions de grands colloques en ligne et ça marche plutôt bien. Et oui, en fait, on a été un peu atypique, c'est vrai, sur le secteur. Mais on n'avait pas tellement le choix en fait. C'est-à-dire qu'en mars dernier, notre métier s'est arrêté, notre métier historique en tout cas. Et en fait, on a été obligé de se prendre en main et obligé de positiver pour continuer à avancer. Nous, on est comme une équipe d'une quinzaine de personnes à Marseille, d'une trentaine de personnes à Paris. Et à un moment, en fait, il faut faire vivre toutes ces équipes, il faut avancer, on est des entrepreneurs dans l'âme et on s'est dit comment faire pour se transformer, comment faire pour exister et pour accompagner aussi nos clients parce qu'en pratique, ils sont restés pendant un an enfermés chez eux à plus pouvoir faire des choses et à un moment, il fallait bien reprendre la parole, que ce soit pour de l'interne ou de l'externe. Les deux sujets avaient vraiment des besoins. Et donc, alors, on voit sur ces images, vous avez travaillé pour Ariane, pour des marques de voitures, pour les 24 heures du Mans également, organisé donc des événements 100% digitaux, et vous vous êtes équipé pour ça, c'est-à-dire que vous avez financé un studio TV tout neuf. Vous devez être pas très loin d'ailleurs de ce studio TV. Alors là, il se trouve que je suis dans les studios parisiens aujourd'hui, mais oui, on a installé des studios dans Marseille, sur le Vieux-Port, et c'est vrai que maintenant on a un plateau télé et ça nous permet de réunir des gens, de faire venir des entreprises pour faire des prises de parole, organiser des débats. C'est vraiment notre quotidien aujourd'hui. En fait, on a été obligé d'investir dans cet outil de travail parce que finalement notre métier a changé. On a dû travailler les contenus. Aujourd'hui, les gens qui restent derrière leur écran pour voir des choses, il faut que ça soit intéressant, donc il faut les travailler. Et donc on les a produits et on s'organise pour ça. Je vais transmettre la parole à Éric Revel, mais je lisais dans une interview que vous avez accordée chez nos confrères de Gomet, à nos confrères de Gomet à Marseille, que finalement vous gagnez même autant d'argent avec le digital, si ce n'est plus. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Du coup, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon filon, mais du coup, c'est une bonne surprise in fine. Ouais, c'est pas une histoire de filon, bien sûr, mais en fait, il se passe qu'avant, en tant qu'organisateur événementiel, on achetait beaucoup de prestations. On achetait du transport, on achetait du traiteur, on achetait des lieux. Et aujourd'hui, en fait, on a internalisé ça, ce qui fait que oui, la marge est meilleure parce qu'en fait, on produit à la maison. On grandit, on travaille mieux parce qu'en fait, on a l'expérience de bout en bout de la prestation, c'est-à-dire qu'on ne vend plus uniquement un concept, on le délivre. Et donc oui, il reste des choses. Et il y a quelque chose de très très important dans ce nouveau métier, c'est qu'en fait, on ne jette plus. Quand on conçoit un salon virtuel pour un client dans un secteur donné, en pratique, on peut cloner ce salon virtuel pour l'appliquer à un autre secteur. Finalement, on développe des briques logicielles, des briques émotionnelles, et puis après, on les réutilise, on les réhabille, mais finalement, on ne jette plus. Donc, il y a des belles vertus RSE également, en fait. Avec la crise de la Covid, Mathieu Venturini, la plupart des entreprises ont annulé leur événement, leurs conférences d'actionnaires en présentiel et donc ont développé beaucoup d'événements en digital. Et là, il y avait une voie absolument royale pour les entreprises comme vous. Il y avait une voie, il y avait tout à faire, et puis au départ ça a été un peu dur à démarrer parce que les gens espéraient pouvoir ouvrir, et puis finalement après 3 annulations, les gens finissent par dire qu'il fallait qu'ils trouvent une autre solution. Les gens se sont mis au télétravail, se sont mis à Skype, à Zoom, à Teams, et puis un jour ils ont besoin de faire mieux, et quand ils ont besoin de faire mieux et de s'adresser à plus de monde, on est là. Une dernière question, sur quoi travaillez-vous du coup pour les semaines qui arrivent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les sujets du moment, on travaille sur
par exemple, aujourd'hui, on a bossé pour Monoprix. Pour travailler sur une marketplace pour les foires aux vins et spiritueux, par exemple. Mais on a beaucoup de sujets de réseau et on est très content de pouvoir traiter tous ces sujets depuis Marseille parce que ça fait du travail pour nos équipes à Marseille et il y a plein de talents ici et c'est bien de les alimenter aussi avec du boulot avec de l'ambition. Travailler pour Ariane depuis Marseille, c'est quand même génial. C'est des choses qui n'étaient pas possibles pour nous. Faire les 24 heures du Mans depuis Marseille, c'est quelque chose de dingue. Donc, objectivement, nous, c'est des moments difficiles qu'on vit humainement au quotidien, mais il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses très positives aussi pour nous. On apprend plein de choses et c'est vrai que c'est des nouveaux challenges qui sont sympas. Merci beaucoup, en tout cas Mathieu Venturini, directeur général de l'agence digitale Win-Win à Marseille et donc à Paris. Une belle aventure qui se poursuit avec donc l'événementiel qui rebondit grâce au digital. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous donner deux infos en bref, mon cher Eric. D'abord, le feu qui s'est déclenché hier au-dessus de Tende, dans la vallée de la Roya, qui ne menaçait aucune habitation, a parcouru. Et qui était impressionnant sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très difficile d'avoir des images. C'est pour ça qu'on n'y est pas allé, parce qu'il y a des photos effectivement qui ont circulé, mais le panache de fumée, zone totalement inaccessible. Même les engins n'ont pas pu y aller. Il est fixé ce soir dans sa grande majorité, 30 hectares parcourus. Donc après celui des Bouches-du-Rhône, c'est celui d'Oriol, c'est un deuxième feu important, même si la vigilance reste encore de mise parce qu'il y a beaucoup de vent. Et la deuxième chose, c'est une bonne nouvelle. Vous vous souvenez de Sherazade et Saber? Eh bien, elle était dans l'avion cet après-midi en retour du Maroc où elle était bloquée depuis plusieurs jours. Elle a dû atterrir à l'heure qu'il est. Claudia Olivier l'a eu au téléphone. Les passagers étaient ravis, l'avion était bondé. Donc, elle est de retour sur le sol français. Cette niçoise qui était bloquée après que le Maroc ait décidé d'interrompre les liaisons entre la France et le Maroc pour des raisons sanitaires. Et elle était un petit peu le bec dans l'eau parce qu'il fallait qu'elle travaille et elle était accompagnée de plusieurs Français dans ce cas-là. Autre bonne nouvelle, puisqu'on est dans le secteur des bonnes nouvelles, on avait aussi parlé dans ce grand direct de la maison d'Adrien, ce projet qui est en train de voir le jour du côté de Pégomas, une maison qui accueillera des enfants malades et leurs familles. Il y avait un problème de taxes que l'association ne pouvait pas payer. Eh bien, le département des Alpes-Maritimes vient de régler le problème. Alexis Ricard. Sur le chantier de la maison d'Adrien, le président du département des Alpes-Maritimes arrive avec une bonne nouvelle. Charles Ginesi souhaite payer la taxe de 75 000 € réclamée à René Molines, une somme qui menace son projet. Le département a apporté un premier financement de 300 000 €. Est arrivé là-dessus une petite péripétie sur le plan d'un impôt supplémentaire et qui nécessite une rallonge. Cette rallonge, je la proposerai au vote des conseillers départementaux de 75 000 € la semaine prochaine. C'est dire qu'il y aura au total un engagement de 375 000 € du département pour cette très très belle construction. 75 000 € qui correspondent à la taxe d'aménagement. Le problème est donc a priori réglé. Le chantier de la maison d'Adrien va donc pouvoir continuer d'avancer. Dans quelques mois, des enfants malades accompagnés de leur famille pourront être hébergés ici. Il va y avoir derrière moi le centre de vacances de 800 m² qui aura 10 appartements qui pourra accueillir donc des familles qui viendront de toute la France. Vous aurez aussi également une salle de réception qui viendra s'assembler pour accueillir, on va dire, des enfants de notre département des Alpes-Maritimes à la journée, en accueil de jour, pour leur faire des ateliers plus culinaires, artistiques. Activités, rencontres et spectacles, cette maison de 800 m² apportera un peu de bonheur et de répit aux enfants hospitalisés loin de chez eux et à leurs parents. C'est important, moi j'ai perdu mon fils d'une maladie, donc j'ai tout connu, on va dire, la maladie, le décès, la souffrance, la descente aux enfers, et je pense que les familles qui vivent aussi ces mêmes moments, comme moi, comme je les ai vécus dans mon passé, ont besoin de cette sincérité, de cet amour. Un projet à hauteur de 2 400 000 € dans lequel le département des Alpes-Maritimes a déjà investi plus de 300 000 €. C'est bien qu'on ait des aides qui viennent un peu de l'extérieur aussi, parce qu'on est bloqué par toutes ces activités qu'on ne peut pas produire.
et qui nous font entre guillemets pas rentrer d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, quoi. Je veux dire. Mais bon, on s'en sort comme on peut et puis on y arrive, quoi. L'association Adrien est désormais concentrée sur son objectif, ouvrir la maison aux premières familles entre septembre et décembre prochain. Voilà, donc le problème est réglé. Il faut que le conseil départemental vote. C'est le grand direct des bonnes nouvelles ce soir. Non, mais écoutez, avouez que ça fait quand même un peu de bien. Alors on espère une bonne nouvelle aussi pour l'Olympique de Marseille ce week-end, qui est toujours dans la course à l'Europe, alors que le PSG s'est défait hier malicieusement du Bayern Munich. L'OM qui affronte un adversaire direct, le voisin montpelliérain, c'est pas très loin, puisque les Montpelliérains sont seulement à 3 points de l'OM, 3 points qui pourrait faire la différence pour l'Europe. Valentin Rodriguez. 3, c'est le nombre de points qui sépare l'OM de Montpellier au classement. Marseille 6e, les Héroltais 8e. Une confrontation décisive pour l'Europe s'annonce ce week-end pour les Olympiens. Jorge Sampaoli reconnaît l'importance particulière de cette rencontre. C'est un match très important au regard du classement. Les deux équipes sont très proches. Montpellier est une équipe très solide qui a remporté des matchs importants avec une très bonne attaque et un nombre important de joueurs dans la surface adverse. Ils ont un jeu très pragmatique. On va voir si on peut les dominer pour les étouffer. 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Série en cours pour les Montpelliérains. De son côté, après sa débâcle à Nice il y a 3 semaines, l'OM s'est rassuré après sa victoire face à Dijon dimanche dernier au Vélodrome. Même si pour le coach argentin, ses joueurs doivent encore progresser et ont besoin de temps. Après un mois de travail, on voit un effectif qui essaye de produire du jeu, conformément à ce que souhaite le staff technique en modifiant d'anciennes habitudes. Dans ces changements, il y a des choses qui vont arriver plus vite que d'autres, mais une chose est sûre, il faudra du temps. Sampaoli ne pourra toujours pas compter sur Amavi Nagatomo blessé. Pour pallier ses absences sur le côté gauche de la défense, l'Argentin pourra miser à nouveau sur Luis Enrique, le Brésilien de 19 ans, un poste qu'il a découvert lors du dernier match face à Dijon. C'est une nouvelle expérience pour moi, une nouvelle position. Il faut que je m'améliore, il faut que je mette plus la pression aux joueurs adverses. Je donne tout au quotidien pour progresser. Je suis attaquant, je suis plus fort dans les 1 contre 1. Il faut être patient, mais j'ai confiance en mon travail. En cas de succès, l'OM pourrait rester au contact de la 5e place et pourrait surtout distancer son rival montpelliérain de 6 points au classement de la Ligue 1. On parlait foot. Pendant ce reportage. Et on va parler folklore, maintenant souvent lié. D'ailleurs, le foot et le folklore, mais là c'est très sérieux, puisque Stan Palomba est avec nous. Bonsoir Stan, merci. Vous êtes le garant du folklore à Nice, mais vous allez parler au nom du folklore provençal, puisque un comité vient d'être créé pour défendre ces folklores, j'ai envie de dire, dans notre région provençale Côte d'Azur. Alors, on ne va pas parler effectivement de foot ce soir, on va parler de folklore du comté de Nice et de la Provence, effectivement, avec la création et la mise en place du comité pour le folklore régional qui a eu lieu le 3 mars à la région sud, effectivement. Alors très concrètement, quelle sera sa mission à ce folklore ? Définir pas un cadre législatif, mais en tout cas un cadre qui va permettre de préserver les traditions ? C'est vrai que ce comité, on en parle depuis 2 ans. Avec Jean-Luc Gague et avec Mandy Graillon. Ce sont les 2 personnes qui nous ont aidés à le mettre en place, et Philippe Vittel, aussi le vice-président de la région. Mais il y a 2 ans, on n'imaginait pas que vivre cette crise que nous vivons actuellement, où la culture est à l'arrêt, toutes les associations en général sont à l'arrêt, et plus précisément dans notre domaine, le folklore, tous les groupes folkloriques, tous les arts populaires sont à l'arrêt. Donc le but, c'est une chance, c'est une première en France qu'une région fasse un focus sur le folklore régional. Donc avec ce comité, avec ces 12 personnalités qui ont été... j'ai choisi ces 12 personnalités qui représentent tous les 6 départements de la région. On va essayer de mettre en lumière ce folklore, redynamiser et donner et remotiver toutes les associations en lien avec les arts et les traditions populaires. Ça va être un gros projet.
et qui tombent vraiment à pic. Quels sont ces folklores, si vous pouvez nous en citer quelques-uns? Avec Nice Label, vous défendez le folklore niçois avec la danse, la musique, les traditions aussi, la fête d'Aimé qui est bien connue sur la Côte d'Azur. Mais on a des folklores aussi dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône? Ah oui, on connaît bien le folklore niçois avec les 3 groupes folkloriques de la ville de Nice. On les découvre à la fête d'Aimé. Donc pour Nice, on connaît bien ce domaine-là, mais tout le folklore est représenté sur la France entière. Donc effectivement, sur la région, en Provence, à Marseille, à Nîmes, sur toute la région, dans toute sa globalité, on recense à peu près plus de 100 groupes d'art et traditions populaires sur la région. Donc c'est très important, c'est un milieu un tissu associatif qui est très important. Et le but, c'est d'intéresser davantage les jeunes à venir rejoindre ces groupes-là. Donc sur la partie danse, c'est de la danse traditionnelle, sur la musique traditionnelle. Donc quand on parle de ballet, c'est quelque chose de très important, ça intéresse les jeunes. Il ne faut pas forcément porter un costume pour danser sur une place de village, sur une scène à Cimiez par exemple, mais sur une scène de Marseille ou autre, pour danser quelques pas de danse traditionnelle. On découvre d'ailleurs ces images d'archives à Nice, des fêtes d'Aimé mythiques. C'est tellement sérieux cette histoire que vous avez eu audience au ministère de la Culture. On en avait déjà parlé pour évoquer cette question, parce qu'à Nice, le folklore est très vivace et il attire les jeunes également. C'est très sérieux. Aujourd'hui, le folklore niçois et le folklore français, nous sommes en lien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est très bien. Mais ce qu'on voudrait en plus, c'est obtenir une reconnaissance de la part du ministère de la Culture. Donc je pense que c'est bien parti, puisque la région nous aide avec la mise en place de ce comité pour le folklore. C'est un comité qui a été acté en commission plénière par Renaud Muselier, le président de la région. Donc c'est très important, c'est très valorisant et en même temps, il faut et c'est très important que d'autres régions s'intéressent à ce que nous allons faire avec la région sud. Mais ça y est, ça démarre, puisqu'il y a une autre région en France, c'est la région Île-de-France, avec qui nous avons entamé quelques discussions. Donc l'idée, c'est que ce comité, on puisse le voir naître dans d'autres régions de France, pour que vraiment on puisse obtenir, entre autres de ce travail qui va être fait, mais on puisse obtenir une reconnaissance de la part du ministère de la Culture. J'ai eu 3 rendez-vous très fructueux, on avance et vous voyez, aujourd'hui on a une très bonne nouvelle avec l'élan régional, donc il n'y a pas de raison que le folklore et les arts et traditions populaires n'obtiennent pas cette reconnaissance de la part du ministère de la Culture. Stan Palomba, je ne sais pas si vous allez partager mon analyse, mais le folklore a quelque chose d'unique dans notre région, bien sûr, mais globalement d'unique, le folklore, parce que c'est la synthèse de 2 mots qui sont presque antinomiques. Le patrimoine est vivant, parce que le folklore, on le voit sur ces images, c'est renouvelé, et ce sont des personnages, des êtres humains qui l'incarnent. Et ça, c'est absolument unique. Le folklore, c'est un patrimoine vivant. Oui, bien sûr. Non, c'est effectivement un patrimoine vivant, très très important, et c'est pour cela que c'est du spectacle, c'est de l'art. Quand on danse au Festival international de folklore de Nice, la Farandole, on fait venir le monde, il y a des groupes étrangers qui viennent danser. On participe à des festivals aussi en France. Il y a je pense, une centaine aussi de festivals d'art et tradition populaire. C'est très important. Il y a une reconnaissance par le CIOF France et par l'UNESCO. Donc oui, je vous rejoins tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut le valoriser, il faut le faire connaître davantage, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. C'est pour ça que ce comité-là, on va également travailler dans ce domaine-là, mais sur une belle visibilité aussi du folklore régional, pas forcément que niçois, mais régional également à l'étranger. Donc je vous rejoins tout à fait. Oui, vous parliez de l'UNESCO, pardonnez mon ignorance, mais le folklore, en général, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a parlé de la baguette qui tente sa chance en ce moment pour la France, mais est-ce que le folklore est reconnu par l'UNESCO à ce niveau-là ?
Pas encore, pas vraiment et pas encore, mais je vous donne un exemple. Nice Label est reconnu et labellisé par le Conseil international d'organisation de festivals Le Folklore. C'est une organisation qui est mondiale et qui est en lien, et c'est un organe de l'UNESCO justement. Donc on est très très proche. Donc, oui, on n'en doute pas. À mon avis, dans les années qui viennent, ça risque de basculer dans l'appellation officielle. Une dernière chose, Stan Palomba, petit clin d'œil de fin d'interview. Vous avez inventé en plus le folklore digital, vous, avec votre épouse Sylviane, qu'on salue, parce que Covid oblige, quand il a fallu célébrer Catherine Ségurane, voire même la fête d'Aimé, eh bien, vous avez pris votre petite caméra et vous avez diffusé en direct. Voilà ces images. Alors, c'est une des animations que vous avez proposées, mais vous êtes aussi ouvert au digital. Ah oui, bien sûr. Moi, j'adore ça, le digital, le réseau social, c'est très important. Il faut communiquer. Et vous voyez, ce comité-là, on va aider les groupes à communiquer sur les réseaux sociaux, faire de la communication, mais avec des belles images de groupes folkloriques. Mais c'est très, très important. Et dans cette période-là où tout était à l'arrêt, c'était important pour nous de faire un focus et de mettre en image les traditions. Donc la niçoise, pour ce cas-là, de faire revivre la fête d'Aimé comme on l'a fait l'année dernière. De faire un petit clin d'œil sur Catherine Ségurane avec Sylviane. Donc oui, effectivement, c'est très très important aujourd'hui d'être sur le digital. J'en suis vraiment convaincu. Merci beaucoup Stan Palomba, fondateur de ce comité pour le folklore régional. Très belle initiative, évidemment. On va suivre les pérégrinations de ce comité et on a hâte de vous retrouver physiquement une fois que le Covid sera derrière nous. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Merci, à bientôt. On parlait de patrimoine, mon cher Éric, patrimoine littéraire pour terminer. Antoine de Saint-Exupéry qui a des attaches partout dans notre région. À Marseille, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à Saint-Raphaël, dans le Var, où d'ailleurs un lycée porte son nom, et puis à Nice, où sa vie amoureuse a connu son acmé. 75 ans cette année pour la parution du Petit Prince, qui est son œuvre la plus célèbre et une œuvre internationale. Et pour l'occasion, la Poste sort un timbre spécial qui a été dévoilé en avant-première cet après-midi à Nice devant la caméra de Marie Justo. Le Petit Prince sur la baie des Anges, le personnage imaginé par Antoine de Saint-Exupéry, fête ses 75 ans, une œuvre majeure de la littérature française et mondiale. Pour rendre hommage à Antoine et sa femme Consuelo de Saint-Exupéry, mariés à Nice le 22 avril 1931, la ville et la Poste ont présenté en avant-première un timbre à l'effigie du Petit Prince. Qu'il soit là, sur son nuage, au-dessus de la mer. L'avion nous rappelle l'aéroport de Nice, bien sûr. et voilà, pour nous, puisque ma famille est originaire pas très loin du Var, donc pour moi, c'est vraiment aussi un retour au pays, quelque part. Donc c'est une grande joie, une grande fierté, comme je disais, d'avoir ce partenariat et d'actions très concrètes et très utiles. Il a résidé d'ailleurs ici, dans une demeure de cimier, à laquelle nous sommes aussi très attentifs pour qu'elle ne soit pas dénaturée, même si elle appartient à un propriétaire privé. Elle reste une marque forte de son passage à Nice. Et Consuelo et lui, après leur mariage, ont vécu quelques-unes de leurs plus belles heures d'amour. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils n'ont cessé de le dire et de le répéter. Ça a été aussi un berceau d'inspiration pour la plume de Saint-Ex. C'est un symbole fort parce qu'il est très représentatif aussi des valeurs qu'on souhaite porter au niveau de la Poste, à la fois sur la transmission de nos valeurs pour les jeunes générations et puis à la fois aussi autour du développement durable et responsable qui sont vraiment des valeurs chères à la Poste aujourd'hui. Les timbres seront en vente dès ce vendredi au bureau de poste du cours Saléa. Pour la petite histoire, vous avez vu le titre de ce reportage, Dessine-moi un timbre. Non pas un mouton, mais un timbre. Magnifique. Production Théo Sarfati, notre ingénieur du son, a du talent. C'est de la poésie. C'est lui qui a trouvé ça. Deux anecdotes. La première, vous la connaissez, Antoine de Saint-Exupéry n'a jamais connu le succès du Petit Prince parce qu'il est mort 2 ans avant dans un crash d'avion. Et en référence, la polémique sur l'aérien qui ne devrait plus faire rêver les enfants, a dit la maire de Poitiers. La maire de Poitiers qui a déclaré ça, qui est d'ailleurs revenu sur ses déclarations. Vous savez qu'au premier rendez-vous avec Consuelo, Antoine de Saint-Exupéry ne l'a pas invité
tout bêtement à aller boire un café, mais il a fait sa déclaration dans un avion. Il l'a emmené voler. Il faut remonter donc dans les années 20. C'est une belle, belle histoire. C'est pas une anecdote. Mais voilà. Tout le monde lit Le Petit Prince encore, puisque vous parlez de vol et d'aérien. Il y a aussi Vol de nuit, qui est un magnifique roman de Saint-Ex. Voilà, comme le couvre-feu, c'est à 19h. Si vous ne savez pas quoi faire, lisez ou relisez Vol de nuit. C'est assez impressionnant. Avec des attaches donc très fortes dans notre région. C'est la fin de ce grand direct. Merci Nicolas. Eric. On se retrouve demain avec le marathon de la vaccination donc, à Nice. On va essayer d'en faire un gros dossier demain dans le grand direct parce que ça nous intéresse tout ça de savoir comment à Nice on peut vacciner 5000 personnes dans la même journée. Est-ce qu'on est mieux organisé qu'ailleurs? La réponse ce sera demain. Merci donc à Théo Sarfati, le génie du titre, Sébastien Liotard, le génie de la réalisation. Et puis Fabrice et Ilan qui sont des génies aussi dans leur domaine. Merci également à Philippe Caudet et bien sûr à Stéphanie Mossman. Bonne soirée et à demain.